Voilà, mon rêve à Otaï, on va cette semaine attaquer un, un nouveau livre de la Torah, le livre de Vaïkra, où on parle des corbanotes, des sacrifices qu'on offrait à Kadosh Baruch Hu, des corbanotes de tous les jours, des corbanotes quand on a fait une faute, avec la pensée, avec l'action. Voilà, tous les corbanotes qu'on a amenés, les corbanotes qu'a amené Anassi, le chef de la communauté, les Kohanim, le, les têtes, les Raché Akal, les têtes, les dirigeants du peuple. Voilà. Donc, les corbanotes qu'on doit faire. Et donc, je voudrais d'abord, avant de commencer, dire que, bah, Hachem, euh, en- je, je souhaite. Bon, on a eu un petit-fils il y a 3 mois, qu'on n'a pas pu lui faire la Brit Mila. Tout n'est pas entre nos mains. On doit suivre les médecins. Il avait un petit problème à la naissance. Baruch Hashem, tout est réglé. Bezat Hashem. Et que je fais ce Dvar Torah pour lui, pour que tout, et avoir Shalom, et qu'il puisse faire une belle Brit Mila, et que toute sa vie, il fait attention à tout le corps d'état à vote, à toutes les forces des tentations, d'être un, un petit juif, que Akadosh Baruch Hu est un grand juif après, que d'abord Akadosh Baruch Hu il soit fier de lui, que ses parents, que Baruch Hashem, ils ont tenu avec une grande émouna, que ils ont vraiment, toute cette période de la grossesse, c'était un korban pour eux, c'est comme un sacrifice, et que, Baruch Hashem, on arrive ce dimanche pour lui faire la Brit Mila. Si vous êtes du côté de l'autre communauté à Garges, voilà, vous êtes tous invités à Brit Mila. On fait la tefila à 9h du matin, et à 10h, la Brit Mila, place d'Hachem, on a écouté les Gdolim, Rav Meir Mazouz, qui nous a dit, quand on a dit que les médecins, ils n'ont pas donné beaucoup de chance, etc., il avait dit aux parents qu'ils avaient une Emouna Bachem, ils ont vraiment une grande croyance, une grande confiance. Il nous a dit en arabe, Shei Metema, il n'y a rien. N'écoutez pas les médecins. Les médecins, ils sont faits pour guérir, pas pour condamner. On oublie plusieurs fois. C'est comme je vous tout est entre ses mains. Je vous dis au médecin, verra pas, il rappelle. Tu dois guérir, tu as une mitzvah de guérir. De guérir. Tu connais la médecine, tu as une mitzvah de guérir. Mais rappel, il rappelle. Pas condamner quelqu'un, pas lui dire combien tu vas vivre. Ça, c'est seulement entre les mains de Akadosh Baruch Hu. Donc, tous ces Torah, c'est pour lui. Pour que Akadosh Baruch Hu lui donne la force. Hazek Koto, le renforcer avec une bonne santé, une pleine santé, et que, Hashem, Bari Beshalem, Begoufo, Vnishmato, et que Akadosh Baruch Hu dit de lui, il dira de lui, Hashem, Israël, Hashem Bechayet par Israël, de qui je suis fier. Bon, regardez, cette paracha-là, donc c'est a priori la première paracha, le début, Vaïkral Moshe, Dieu il appelle Moshe, c'est la suite directe de parachat Vayakel et Pekoudé. Alors j'explique. Quand le Mishkan, on a terminé de le construire, et on l'a mis sur pied, et qu'il y a eu la Shrina, il y a eu la présence de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il appelle Moshe, et qui lui demande de rentrer à l'intérieur, parce que je veux parler avec toi. Et nos sages nous disent, regardez la force du Derech Eretz. Nos sages ont dit, regarde, apprends de Moshe Rabbeinu, qu'on appelle Avi HaChochma, le père de la sagesse, qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Il leur a fait des nissim, et il est monté au ciel pour prendre la Torah, et c'est lui qui a construit le Mishkan, c'est lui qui a tout fait. Et quand même, il va pu dire, ah, moi c'est chez le chef, moi j'ai tout fait, et bien je rentre comme ça. Eh bien, quand même, il n'est pas rentré à l'intérieur du Beth Amikdash une fois qu'il a construit. Chaque fois qu'il terminait sa tâche, il ne faisait pas le reste. Il fallait que je vois une fois qu'il a fini, que le Mishkan était construit, il y a marqué Vatechel. Tout est terminé, que la Vodat Mishkan, tout le travail du Mishkan, il n'est pas rentré à l'intérieur jusqu'à ce que je vois l'appelle. Ça ressemble à quoi? À deux voisines, une intelligente, une imbécile. Voilà. Quand la voisine intelligente, elle descend voir sa voisine, et qu'elle voit, elle, la porte ouverte de sa maison, elle ne va pas rentrer. On ne peut pas savoir, peut-être on a oublié ouvert, à savoir ce qu'elle fait. Mais elle toque à la porte. Et après qu'il reçoit leur chute, la permission, elle rentre, elle demande des nouvelles de la maîtresse de maison. Et après seulement, elle demande
qu'est-ce qu'elle avait besoin, pourquoi elle est venue. Mais par contre, la type chiant, c'est la voisine imbécile, même quand elle voit la porte qui est fermée, elle ouvre la porte est fermée, il y a une poignée en Israël des fois, donc elle ouvre la poignée, elle rentre, elle demande à la maîtresse de maison, tu peux me donner telle chose, ni demander des nouvelles, ni rien du tout. De ce midrash qu'on voit, on doit prendre un exemple pour nous, bien que tout le but de la construction du Mishkan, c'était pour parler avec Moshe Rabbeinu, pour avoir un endroit pour lui parler. Je vois que c'est comme quelqu'un qui se marie, il a besoin d'une maison, maintenant on n'est pas pendant la période de fiançailles. Maintenant le Mishkan est là, on s'est marié avec Hachem, on a une maison commune, et que tout ça c'est fait pour parler des paroles intimes avec le clan d'Israël, avec Moshe. Eh bien, Moshe Rabbeinu, avec toute cette grandeur, il n'aurait pas eu le scout comme ça, il dit le Midrash, avec sa grandeur et sa gdoucha, sa sainteté, de parler avec Kajoukou, si il rentrait à l'intérieur sans avoir la permission. C'est ça que Kajoukou il appréciait. C'est ce derrière, cette courtoisie. Parce que ça prouvait, s'il rentrait comme ça prouvait qu'il manque de courtoisie, Khalila. Celui qui manque de derrière, celui qui manque de courtoisie, il ne sait pas dire merci quand il faut, on lui tient la porte, il ne dit pas merci, il reçoit une carte d'invitation d'un marié, on s'est fatigué pour lui, on l'a envoyé, on l'a timbré. Il est plus timbré que l'enveloppe, lui. Voilà. Et il ne dit pas merci. Un homme qui lui manque de déréférence, de courtoisie, eh bien, il ne peut pas rentrer dans un endroit kadosh. Celui qui a dans sa main la Torah et qui n'a pas de déréférence, qui n'a pas de façon de vivre, sa Torah, elle vaut rien. Et celui qui a déréférence sans Torah, il est mieux que lui, parce qu'il sait bien se comporter. On lui compte comme s'il connaissait la Torah. Le Midrash raconte du Rabbi Yanaï qu'il a invité un homme qui est rentré chez lui, il lui a donné à manger, il lui a donné à boire, parce qu'il pensait que c'est un homme qui est de Torah, et que c'est un Talmid Racham, c'est un érudit de Torah. Après que la Souda elle est finie, eh bien, Rabbi Yanaï, il a examiné, il voit qu'il ne connaît rien, ni le Mikra, ni la Torah, ni la Mishnah, ni rien. Il connaissait rien du tout. Et Rabbi Yanaï, il s'est exprimé comme ça dans un premier temps. Achal Kelev al Shulchano chez Yanaï. Il y a un chien qui a mangé sur la table de Yanaï. Et après, il lui a demandé quel srout, quel mérite que tu as. Que Yanaï, c'était le roi. Quel srout que tu as, quel mérite que tu as mangé sur ma table aujourd'hui. Et bien l'invité lui dit, de ma vie, je n'ai pas écouté des mauvaises choses que quelqu'un disait sur son ami. Et j'ai été le voir pour lui dire, tu sais ce qu'a dit ton ami à lui? Il y a beaucoup de gens comme ça, des colporteurs de première. Voilà, des hamal, mais pas des marchandises, des paroles. Voilà. Moi, jamais colporté. Et quand je voyais deux personnes qui se disputaient, je faisais le shalom entre eux. Je fais le shalom entre un homme et une femme, un homme et son ami. Quand Rabbi Anaï, il a vu que ce monsieur-là, il a des références, il sait se comporter bien, il lui a dit, tout ce derech eretz tu as, toute cette façon de vivre tu as, et moi je t'ai traité de chien, pardonne-moi. Pour moi, tu es un homme très très important. Bon, on apprend que bien que ce Oréach, cet invité-là, il ne connaissait rien de la Torah. Et on pouvait l'appeler comme ça, Kélev, un chien, de toute façon. Quand Rabbi Anna, il a vu qu'il a du référence, il a une façon de se comporter, il lui a dit, tu vaux beaucoup pour moi. Et le Rav Kol Sasson, il a expliqué, pourquoi la Torah? On dit, des références kadma la Torah, des références, elle passe avant la Torah. Et il prend un exemple, il dit, comme on a une bougie allumée, qu'il faut un bougeoir. S'il n'y a pas de bougeoir, s'il n'y a pas un candélabre, eh bien, il faut bien tenir la bougie sur quelque chose. S'il n'y a pas de bougeoir, s'il n'y a pas euh, un, tout un candélabre pour tenir la bougie, comment ça peut tenir? Le nerf, il peut tomber d'une minute à l'autre. Il tient fragilement. Les midotovot, les bonnes façons de se comporter. Le derech, c'est comme le bougeoir. La Torah et la Chokhmah, c'est le shemen, c'est la bougie.
Ou c'est si on a une veilleuse, c'est l'huile et la lumière. Et on peut, la bougie ne peut s'allumer que s'il y a les deux. Mais n'oublions pas, il faut d'abord avoir le bougeoir. Et après, et, et après, et après la veilleuse. Eh bien, de la même façon qu'il faut d'abord ça, eh bien, il faut d'abord avoir le Derech qui est considéré comme le bougeoir. Et après, la lumière de la Torah. Rabbi Chaim Shmulevitch, il raconte, il dit comme ça, regardez combien le Derech, la façon de se comporter, la courtoisie, est importante. On voit combien Noach il a souffert dans la Teva. Combien? À tel point, quand il est sorti, il boitait. Parce que, à cause de la fatigue de tous les animaux, tous les bêtes sauvages, et pendant 12 mois, ils étaient dans la Teva. Ni nuit, ni ses enfants enfermaient l'œil. Alors, ils s'endormaient un tout petit peu. Eh bien, parce qu'il fallait donner à chaque animal à manger. On ne voulait pas le déranger. On voulait lui donner à l'heure où il mange. Ceux qui mangent, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils me disent, voilà, débrouillez-vous, on a faim, on mange d'abord. Non, parce que n'oubliez pas que le monde a été détruit par le manque de chesed. Le manque de chesed, le vol, c'est quoi le vol? Le vol, c'est l'inverse. Je vois qu'il a créé le monde avec le chesed. Le chesed, c'est je te donne un produit qui est à moi, je donne à toi. Et le vol, c'est l'inverse. Le vol, c'est je prends un produit qui appartient à mon ami. Eh bien, le tikkun, quand le but de Noach, le but de la Teva que je viens de construire, c'est qu'un homme, il comprend c'est quoi la fondation du monde. C'est le chesed. Et faire le chesed, c'est donner aux gens ce qu'ils ont besoin. Et quand ils ont besoin. Okay. Et donc pendant 12 mois, ils étaient dans la Teva. Ils n'ont pas fermé l'œil. Il fallait donner à manger à tous les animaux qui étaient là. Et imaginons un peu la mauvaise odeur, dans tout ça, les hamchouma, comme on dit chez nous, dans tout le, dans tout l'arche de Noir. Et quand même, nous dit le Rav Shmulovitch, quand la terre a séché et qu'ils pouvaient sortir, être libres, ah, maintenant c'est fini, maintenant on va reprendre notre vie normale, avec des bonnes odeurs, avec du parfum, eh bien, nous dit le Rav Shmulovitch, Noach n'est sorti de la Teva jusqu'au moment où Joach lui dit, tu peux sortir. Il s'est dit comme ça, comme je suis rentré dans la Teva avec leur shoot d'Hachem, avec la permission de Dieu, je ne peux pas sortir sans leur shoot, sans la permission. Exactement comme Moshe. On raconte l'histoire d'un Avrer qui avait un problème avec quelqu'un qui lui faire un travail, une grande somme d'argent, et ils ne sont pas mis d'accord, ils ont été au Bedin, et le Dayan, le juge, il a tranché que le Baal Melacha, celui qui a fait le travail, il est obligé de rendre à ce Avrer tout l'argent qui lui a pris injustement quand ce Avrer, cet étudiant de Torah, il a été recevoir l'argent, comme m'a dit le Rav, eh bien, celui qui a fait le travail, il lui répond, il ne pense pas du tout le payer. Eh bien, que le Avrer, il était complètement renversé, eh bien, quand même, il a parlé avec douceur au Bar la Menacha, à celui qui a fait le travail, et il lui a dit, sache, mon cher, moi je suis un juif mamie, je crois en Dieu, tu dois croire en tant que juif que si ces milliers de dollars que tu m'as pris, ils m'appartiennent, eh bien ils arriveront à ma main, quoi qu'il soit. Mais lâchez là la question, mais comment ils vont arriver chez moi? Mais ils arriveront, je n'ai pas besoin de me disputer avec toi, eh bien quelques minutes après, on va, celui qui a fait le travail, venir le voir et il lui a rendu son argent. Imaginons que ce Avrer, ce jeune étudiant de Torah, il aurait parlé avec lui, avec colère. C'est pas sûr qu'il aurait accepté, il aurait pris son argent. Mais comme il a parlé avec derecheret, avec courtoisie, suivant la Torah, eh bien, il a eu son argent. Et, et n'oublions jamais que si quelqu'un se comporte comme Moshe, c'est pas parce que c'est toi qui as fait, que tu te permets toutes les choses, tu vas te montrer petit. C'est ça la force de nos sages. C'est un avin qu'ils ont, pour pas savoir comment. Tout le monde les respecte, tout ça. Et pourtant, la grandeur de quelqu'un, c'est ça un avin, sa modestie. Je dis toujours qu'un homme il ressemble à une coupade de tzedaka. Quand une coupade de tzedaka, quand une boîte de tzedaka,
elle est pleine, elle ne fait pas du bruit. Quand elle est vide, elle fait beaucoup de bruit. Et donc, savoir que le derrière, c'est important. Et plus que ça, un homme qui se comporte comme il faut, il sait comment parler aux créatures, il sait dire bonjour aux gens, il sait sourire aux gens, il n'y a pas un visage congelé, il sait réchauffer les gens et chauffer les gens à faire la mitzvot. Eh bien, n'oubliez pas qu'il fait la meilleure mitzvah de la Torah. C'est d'être Mekadesh Shem Shamaim. Eh bien, sanctifier le nom de Dieu. On va dire, Baruch Hashem, regardez cet homme-là, il a le vouge de la Torah. Il peut avoir l'habit de la Torah, il faut avoir l'habit pour le porter. Voilà. Donc c'est important d'apprendre déjà, avant qu'on commence les corbanotes, nous a donné une leçon morale. Apprenez de votre maître, avec tout ce qu'il a fait. Il ne s'est pas cru tout permis. Il sait que c'est moi, Adonai Olam, mais c'est moi qui décide quand il doit entrer et quand il doit sortir, comme Noir et comme c'est le jeune homme qui a fait. Voilà, ça c'est pour la première partie, on va la taille. Mais je veux dire quand même, on est à quelques jours de Pessah. Un petit mot sur la Gada pour vous dire. Euh, voilà. Sachez que pour la Gada, on va bientôt arriver à Pessah. Préparez un peu. Vous ne pouvez pas savoir, les portes du ciel, ils sont ouverts ce jour-là. Le cœur des enfants, ils sont là, ils écoutent ce que vous dites. Et quand je vois qu'il envoie un rouach miméromim, un esprit d'en haut pour qu'un enfant y croit. Combien, bon, Hachem, j'ai pu parler avec des gens qui ont connu la Shoah, que pour eux, ils ont tourné au vinaigre, on ne peut pas les critiquer, on ne peut pas donner un avis sur eux, parce qu'ils ont eu des choses atroces. Il sait ce qu'il fait. Dans tous les cas, ils m'ont dit tous, on se rappelle du Manishtana du soir de Pessah chez nous à la maison, alors qu'ils font plus rien. Pour dire combien le soir de Pessah est important, il faut préparer. Voilà. Quelle est la différence entre la Yédia, la connaissance, que une chose que je veux raconter à quelqu'un, je veux raconter l'histoire d'Égypte. Voilà. Papa, on connaît. Papa, on connaît. Qu'est-ce que tu nous racontes? Et si je veux te raconter des choses que et on ne sait pas, que on veut rappeler un événement qu'on a vécu, et on veut le revoir de nouveau. C'est quoi la différence? Il y a deux, il y a deux différences entre les deux façons. D'abord, on veut transmettre une information. Et des fois, non. On veut se rappeler un événement qu'on a vécu en commun. Eh bien, une connaissance que tu la connais pas, tu sais pas. Eh bien, il faut savoir, c'est l'inverse. Plus je la raconte, Bekitso, d'une façon concise, alors ça prouve que je maîtrise le sujet. Un bon moré, comme ça il nous dit notre Avra Finsan, c'est un maître, d'abord, qui sait passer toute la matière d'une façon concise, sans, sans se compliquer la vie. C'est ça un bon professeur. En quelques mots, il peut donner. Un bon professeur, c'est la première chose. Mais un bon professeur aussi, c'est celui qui ne donne pas beaucoup de devoirs. Parce qu'on travaille tout en classe. Un professeur qui, comme ça, il nous dira, Pinson, moi, je ne veux critiquer personne, mais il dit un professeur qui donne beaucoup de devoirs, c'est pas un bon professeur. Parce qu'il veut que tous les enfants, tout ce qu'il n'a pas pu lui transmettre et qu'il ne sait pas transmettre, il demande aux enfants de se débrouiller. Voilà. Donc, quand on veut passer une information, plus on la fait d'une façon concise, plus on va la retenir. Plus on s'étend, eh bien, c'est pas bien. Eh bien, par contre, travaillant, quand quelqu'un en vit un événement, chaque détail, quand on rappelle tu te souviens comment on a été, tu te rappelles comment on était en vacances, tu te rappelles qu'est-ce qu'on a vu, on a vu ça et comment c'était fait, etc. Et si on veut revivre un événement qu'on a vécu ensemble, eh bien, chaque détail nouveau, il nous rappelle l'événement. On, on profite de chaque mot et mot, et plus on rallonge pour, et on raconte dans tous les détails cet événement qu'on a vu en commun, eh bien ça prouve que, que cet événement-là, franchement, on l'a kiffé et qu'elle nous a influencé dans notre vie. Et on essaye de se rappeler et d'un détail, et d'un détail, et d'un détail, l'inverse d'une connaissance d'information qu'on va passer. Et chaque détail, on profite de nouveau. Ça, c'est la première différence. Il dit qu'on veut transmettre l'information, on doit la faire concise, bref et précis, comme on dit. Mais par contre, le travaillant, un événement qu'on veut revivre en commun, au contraire, chaque détail est important. La deuxième chose, c'est qu'une information que je vais passer, c'est
une information que tu connais pas, alors je peux la raconter, mais si tu connais l'événement, si quelqu'un y connaît, eh bien, j'ai pas de quoi raconter. Ça sert à rien de raconter. Je connais. Mais je sais, comme toi, j'étais dans la même classe, je me vois mal pour ça. Mais ce que tu me racontes, tu parles pour rien. Par exemple, on sait que le président américain, Trump, il aime les juifs. Tout le monde sait, c'est cela. Chacun, il a lu dans tous les journaux du monde. Mais ça sert à rien que tu me dis, ah, tu sais, un jour tu viens me voir à la synagogue, tu me dis, voilà, tu sais, que Trump, il aime les juifs. Ce que tu me racontes, je connais ça, tout le monde sait, c'est archi connu, tous les journaux parlent de ça. Mais un événement qu'on a vécu ensemble, bien que on connaît l'événement exactement pareil, eh bien, on a envie de le raconter. Parce que ça nous rappelle des souvenirs. C'est pour rappeler des souvenirs. Chaque jouissance de l'événement qu'on qu'on connaît, mais qu'on veut rappeler, eh bien, on est capable de mâcher, mâcher, mâcher. C'est ce que le dit la Gada, on arrive à Botaï. Allez, à nous, où venez-nous? Nous et nos parents, nous et nos enfants, et nos petits-enfants, on était à servir à part en Égypte. C'est une chavaya. C'est un événement qu'on a vécu ensemble. Alors là, on ne parle pas de connaître, de savoir. C'est pas une histoire qu'on transmet. C'est pas une information. Je ne transmets pas une information maintenant. C'est pourquoi vous comprenez maintenant pourquoi la Gada dit, même si on est tous des Chachamim, même si on est des sages, même si on est très intelligents, et même si on connaît tout à droit, eh bien, on doit rappeler ce soir-là l'histoire de la sortie d'Égypte. On a encore le devoir de raconter. Mais je connais, moi je suis un arabe, je connais tous les détails. Non, le soir de Pessah, c'est pas des connaissances qu'on transmet. C'est des événements qu'on a vécu ensemble. On était en Égypte, tout le monde était en Égypte. Et la preuve, le Haggadah nous donne une preuve, c'est quoi? La suite. L'histoire de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tafon, qui était dans la ville de Bnei Brak. Il racontait l'histoire de la sortie d'Égypte toute la nuit. Mais pourquoi il raconte l'histoire? C'est les grands du peuple d'Israël, c'est les Gdolé Olam, les grands de la génération. C'est sûr qu'ils connaissent tout l'événement, toute l'histoire de la sortie d'Égypte par cœur. Et voilà, tu vois bien. Et quand même, ils ont raconté. Le Chida, il rajoute. En plus, c'est plus que ça. Rabbi Eliezer, il était Cohen, nous dit le Chida. Rabbi Yoshua, il était Lévi. Rabbi Nazar ben Azaria, il était Cohen. Rabbi Akiva, il était Ben Gerim, un fils de converti. Et Rabbi Terfon, lui aussi, il était Cohen. Et on sait. Pourquoi tu racontes? Eh bien, tu sais bien que ni les Kohanim, ni les Levim, ils ont, ils ont, ils étaient serviteurs en Égypte. Et c'est sûr que les parents de Rabbi Akiva aussi, ils n'ont pas travaillé en Égypte, puisqu'ils étaient convertis. Personne n'a travaillé. Personne n'a connu tout l'Havdou, tout l'asservissement. C'est une preuve que non seulement, même si on est tous sages, et névonimes, intelligents, on a, on a le devoir de raconter l'histoire de l'Égypte, mais même si on n'a pas travaillé en Égypte, même disons que moi je ne connais pas, moi je ne me rappelle pas ce que je me raconte, moi je n'étais pas là, eh bien, on a une mitzvah de raconter, de vivre l'événement toute la nuit de Pessah. Alors, en même temps, je vous souhaite de vivre cet événement comme il faut, de préparer cet événement, pour montrer, c'est déjà un petit, je sais pas, un exemple, la cérémonie du Veldiv, combien de temps les mairies nous appellent avant, ils appellent les présidents, ils appellent les rabbins, faites attention, c'est le 16 juillet, déjà on est averti, que c'est le 16 juillet, on doit se préparer. Alors, on vous souhaite, Hachem, de vivre l'événement de la sortie d'Égypte. Pas de dire, voilà, je connais, c'est pas ça le but. On connaît, mais au contraire, plus on connaît, plus on veut vivre l'événement. Le soir de Pessah, on doit vivre l'événement de la sortie d'Égypte. On doit le vivre comme si nous-mêmes on est sortis d'Égypte. Et chaque année, les enfants ils doivent se souvenir de ce qu'ils ont le soir de Pessah qu'ils ont passé chez leurs parents. Et ils disent, voilà, tu te rappelles quand on était chez papa et maman. Des années après, même quand les parents ne sont pas là, se rappeler l'événement qu'ils ont vécu. Parce que c'est pas une information qu'on donne, c'est pas une transmission qu'on fait des faits, parce qu'une fois ça suffit.
Comme on a le bac, on ne va pas retourner chaque fois passer le bac, c'est fini. Non, ça c'est un vécu de l'événement. Et que si les enfants ils se rappellent, c'est que vous avez réussi votre soirée de Pessah. On vous souhaite de vivre bien cet événement et de comprendre c'est quoi. Parce que pour vous, la fête de Pessah, c'est pas la fête des vacances, c'est pas la fête. Ou comme on dit, quand on pose la question aux enfants aujourd'hui, c'est quoi pour vous Pessah? Ils répondent c'est les vacances. Ou bien une fois, j'ai dit dans mes cours, j'ai appelé un speaker de la radio parce qu'il faisait de la publicité pour Pessah en disant comme ça, pour un groupe qui organisait les vacances de Pessah, le fête de Pessah. Il disait, la publicité commençait comme ça, Pessah, pied dans l'eau. J'ai appelé, je lui ai dit, madame, vous vous trompez. Pessah, c'est pied sec, c'est pas pied dans l'eau. On oublie. Et que plusieurs fois, les enfants me demandaient, c'est quoi pour vous Pessah? Je dis, mais c'est les vacances. Oh, tiens, que ça, on n'avait pas, c'est pas, on n'a pas, des fois, des parents, ils n'ont pas le mérite, ils ne veulent pas se fatiguer pour Pessah. Vous savez que vous ne voulez pas que, suivant la peine et la transpiration qu'on met pour Pessah, à jour qu'on nous donne la récompense, le Harizal, il disait, vous savez, la constitution, les larmes de nos yeux et la transpiration, ils sont constitués pareil, les larmes et la transpiration. Il faut savoir, il nous promet que celui qui transpire pour Pessah, il suit pour Pessah, il fait un bon ménage, du tassot qu'il n'y a pas de Hamesh chez lui, eh bien, on lui promet que durant toute l'année, Ben Hachem, il ne pleurera pas. Il pleurera peut-être, mais que des jours. Voilà, c'est ce que je souhaite. Au travail, mettez sur papier tous les événements qu'on a vécu en Égypte, pour, même si vous connaissez, les répéter, parce que quand on veut revivre un événement, tous les détails, même si on la connaît, on veut les redire. Pessah, Kacher, Vesameach, encore une fois, si vous pouvez nous faire kavod, de venir à la Brit Mila ce dimanche, 9h la tfila, 10h, ça me fera un grand plaisir. Et tu peux Pessah, Kacher, Vesameach, Amen, Kitnatsa. Et Shabbat Shalom.